Nous vivons dans une culture où le pardon est considéré comme un commandement presque sacré, une sorte de code moral indiscutable, répété si souvent qu'il ne semble plus être un choix, mais une obligation. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons que le pardon est noble, beau et supérieur. Celui qui pardonne est exalté, considéré comme spirituel, évolué et bon. À l'inverse, celui qui refuse de pardonner est immédiatement jugé comme quelqu'un prisonnier de la haine, du ressentiment et d'infériorité. Mais est-ce toute la vérité? Alors, qu'appelle-t-on exactement pardon? Et pourquoi est-il devenu un symbole si puissant, presque sacré, dans le discours moral contemporain? La réponse pourrait être plus dérangeante qu'il n'y paraît à première vue. Imaginez une personne profondément blessée, humiliée, trahie, victime de violences psychologiques. Quelqu'un qui a passé des mois, voire des années, à essayer de reconstruire sa dignité. On lui conseille alors, on la pousse presque à pardonner. Car, dit-on, c'est la seule voie vers la guérison. Mais, et si ce n'était pas le cas? Et si, au lieu de guérir, le pardon servait à faire taire la douleur? Et si, loin d'être libératrice, elle fonctionnait plutôt comme une sorte d'anesthésie morale, un rituel où nous prétendons avoir surmonté quelque chose qui est encore vivant, qui palpite à l'intérieur? À ce stade, une question inévitable commence à se poser. Et si le pardon n'était souvent qu'une autre façon de se conformer aux attentes des autres, plutôt qu'un véritable acte d'autonomie intérieure? Spinoza, philosophe du XVIIe siècle, n'a peut-être jamais écrit directement sur le pardon tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais sa philosophie remet en question toute morale traditionnelle, y compris la prétendue supériorité du pardon. Pour lui, la véritable liberté ne réside pas dans le respect de règles imposées de l'extérieur, mais dans une compréhension profonde des causes profondes de nos émotions et de nos actions. Et c'est là un puissant avertissement. Tout ce que nous faisons simplement pour être bons envers les autres nous éloigne en réalité de qui nous sommes vraiment. C'est là que le pardon commence à se révéler comme quelque chose de plus complexe qu'il n'y paraît. Souvent, cela ne résulte pas d'une véritable transformation, mais d'un désir inconscient de préserver une image, de paraître évolué, détaché, supérieur à celui qui nous a blessés. Ce n'est pas du pardon, c'est une performance. Et, plus dangereuse encore, une performance qui nous force souvent à nier notre propre douleur, à taire notre propre voix, à dissimuler nos propres limites. Bien sûr, il existe un pardon authentique, né d'une compréhension profonde, d'une reconnexion sincère avec soi-même. Mais ce n'est pas le genre de pardon que la culture exige. On attend un pardon rapide, symbolique, théâtral. Le geste de quelqu'un qui ne s'embarrasse pas, qui ne résiste pas, qui ne remet pas en question. Et puis, le côté obscur émerge, car en faisant du pardon une vertu obligatoire, nous le défigurons. Cela cesse d'être un choix et devient une imposition. Cela cesse d'être de la liberté et devient du moralisme. Pire encore, la société idéalise souvent ceux qui pardonnent les injustices brutales, comme si le pardon était un signe de force. Mais peut-être seulement dans bien des cas, s'agit-il d'un cri étouffé, le geste de quelqu'un qui a appris qu'il n'avait pas le droit d'éprouver de la colère, de quelqu'un qui a été conditionné à croire que préserver son intégrité était égoïste, de quelqu'un à qui on a répété toute sa vie que garder rancune est mal, mais à qui on n'a jamais appris à la gérer consciemment. Et si le véritable problème n'était pas le ressentiment, mais la précipitation à l'éliminer? Le ressentiment, lorsqu'il n'est pas nourri de manière destructive, peut servir de boussole morale. Il peut indiquer où nos limites ont été transgressées, où il reste quelque chose à intégrer, à comprendre et à guérir véritablement. Mais en nous précipitant pour pardonner, nous risquons de sauter des étapes, de brûler des ponts, d'échapper à l'inconfort pourtant nécessaire à la transformation. C'est à ce moment-là que la pensée de Spinoza commence à apporter un éclairage nouveau. Pour lui, tout ce qui arrive dans le monde, y compris nos émotions, a une cause. Rien n'est le fruit du hasard, du mal absolu ou de la simple volonté de faire du mal. Même les comportements les plus destructeurs naissent d'états d'ignorance, de peur et d'impuissance. Et comprendre cela ne signifie pas justifier, et encore moins accepter passivement. Cela signifie simplement qu'il existe une voie plus profonde que de simplement juger, puis pardonner.
Spinoza ne parle pas de pardon, il parle de compréhension. Et cette différence change tout. Car lorsqu'on comprend pourquoi quelque chose s'est produit, les raisons, le contexte, les émotions impliquées, il n'est plus nécessaire de forcer un geste de pardon. Ce qui émerge est quelque chose de plus rare et de plus puissant, la neutralisation spontanée de la blessure. Une forme de libération qui ne requiert ni rituel, ni reconnaissance, ni supériorité morale. Juste la clarté. Mais cette clarté, il faut le dire, ne vient pas facilement. Il faut du courage. Le courage de regarder en face ce qui nous a blessés, sans tomber dans le rôle de la victime éternelle, mais aussi sans faire comme si ce n'était pas grave. Le courage de ressentir de la colère sans culpabilité. Le courage de nommer ce qui fait mal et de décider seulement plus tard, bien plus tard, quoi en faire. La vérité est que, dans de nombreux cas, le pardon offert est vide, un raccourci, une façon d'éviter le travail plus profond de reconnexion intérieure. C'est pourquoi cette vertu incontestable peut, en effet, avoir un côté sombre, parce qu'il peut être utilisé pour nous domestiquer émotionnellement, pour nous convaincre qu'être élevé signifie ne jamais s'indigner, ne jamais imposer de limites, ne jamais exiger justice. Mais, et si c'était exactement le contraire? Et si la véritable évolution émotionnelle consistait à tout ressentir, et seulement ensuite à décider librement quoi en faire? Et si le pardon n'était qu'une possibilité parmi d'autres, ni la seule, ni la plus noble? Ces questions nous conduisent au point suivant. Le moment où Spinoza rompt avec toute la structure de la morale traditionnelle, remettant en question l'idée qu'il existe, dans le monde, un bien absolu à poursuivre. Ce faisant, il ouvre la voie à une vision radicalement différente de la douleur, de la culpabilité et du pardon lui-même. S'il est un domaine dans lequel la pensée de Spinoza devient véritablement révolutionnaire, c'est sa façon de saper les fondements de la morale traditionnelle. Il ne se contente pas de réformer les idées, il les sape à la racine. Et c'est peut-être précisément pourquoi, des siècles plus tard, ces idées continuent de résonner comme un murmure inconfortable à l'oreille de la conscience moderne. Spinoza ne croit pas au péché, ne croit pas à la culpabilité, il ne croit pas au libre arbitre, dans le sens où la plupart d'entre nous l'ont appris. De plus, il remet en question l'idée selon laquelle les mauvais actes ou les bons actes existent comme des entités absolues. Pour lui, il n'y a ni bien ni mal dans l'essence des choses. Il n'y a que différentes formes de puissance, d'expression et d'affect. Cette réflexion est si radicale qu'elle nécessite un changement complet de perspective. Et, en même temps, cela met en lumière pourquoi le pardon, considéré comme un geste moral, peut, dans de nombreux cas, être un piège camouflé. Mais procédons étape par étape. La morale traditionnelle, surtout celle héritée des systèmes religieux et culturels, repose sur une dualité rigide, le bien et le mal. Cette structure crée un monde où les comportements sont jugés selon des valeurs universelles. Voler est mal, mentir est mal, aimer est juste, pardonner est noble, et ainsi de suite. Ces valeurs, répétées depuis des siècles, sont devenues si naturelles que nous nous arrêtons rarement pour en questionner les origines. Nous agissons comme s'il s'agissait de vérités objectives, comme si elles étaient gravées dans la trame de l'univers. Mais Spinoza demande, et s'il ne l'était pas? Et si ces notions de bien et de mal étaient en réalité le produit de passions humaines, le résultat de notre compréhension limitée des causes des choses et de notre besoin de juger tout ce qui nous affecte négativement? Pour lui, quand on dit que quelque chose est mauvais, ce qu'on dit en réalité c'est « cela me diminue, m'affecte négativement, réduit mon pouvoir d'exister ». Et quand nous disons que quelque chose est bon, nous voulons en réalité dire « cela augmente mon pouvoir, me renforce, m'apporte de la joie ». En d'autres termes, le bien et le mal ne sont pas des substances objectives, mais des manières subjectives de faire l'expérience du monde. Et cela change absolument tout. Car s'il n'y a pas de mal essentiel, s'il n'y a pas de mal en tant qu'entité, alors que condamnons-nous exactement lorsque nous disons que quelqu'un a mal agi? Et, plus important encore, qu'essayons-nous de faire lorsque nous disons que nous lui pardonnons? D'après la philosophie de Spinoza, pardonner à quelqu'un pour avoir fait une faute est un geste né d'une illusion. Une illusion entretenue par notre tendance à projeter la culpabilité, la condamnation et le besoin de réparation morale là où seules des relations de cause à effet existent. Mais attention,
cela ne signifie pas accepter tout passivement. Spinoza ne prônera jamais l'omission ou la soumission. Au contraire, il cherche précisément à renforcer notre pouvoir d'agir, d'exister, de comprendre. Mais il propose une autre voie, celle où nos actions cessent d'être des réactions émotionnelles pour devenir des expressions conscientes de notre nature. Donnons un exemple. Supposons que quelqu'un vous ait trahi, vous ait menti et trahi votre confiance. La réaction automatique, celle façonnée par la morale traditionnelle, serait de dire « Cette personne a mal agi, elle m'a blessé, et je dois donc décider si je lui pardonne ou non. » Mais Spinoza vous invite à un autre exercice. Au lieu de penser en termes de bien ou de mal, il vous invite à comprendre ce qui a poussé cette personne à agir ainsi, non pas comme une excuse, mais comme une compréhension profonde. Que ressentait-elle? Que fuyait-elle? Que recherchait-elle? Quelles émotions l'animaient? Et en même temps, il vous invite à comprendre ce qui en vous a été affecté. Pourquoi cela vous a fait mal? Quelle partie de vous s'est sentie diminuée? Et ce que cette douleur révèle de votre propre structure émotionnelle. Ce processus n'est ni joli, ni romantique. Il est lucide. Il s'agit de traverser la douleur avec les yeux ouverts, et non avec un voile de spiritualité ou de moralité qui tente de transformer tout en un geste noble. Le problème est que Spinoza ne s'intéresse pas à la construction d'une éthique du pardon. Il veut construire une éthique du pouvoir. Et, de cette façon, la compréhension remplace le jugement. La compréhension remplace le blâme. Et agir avec conscience remplace réagir avec émotion. C'est pourquoi, pour lui, le pardon, au sens traditionnel du terme, est un concept inutile, car pardonner revient à juger. C'est supposer qu'une erreur morale a été commise et décider ensuite généreusement de ne pas punir. Il y a toujours un rapport de force. Il existe toujours un déséquilibre. Une compréhension profonde dissout le jugement. Non pas parce que tout est permis, mais parce que tout a une cause. Et comprendre les causes est le seul véritable chemin vers la liberté. La morale traditionnelle, en revanche, est fondée sur la peur. Peur de la punition, peur de la condamnation, peur d'une punition divine ou sociale. Et donc, le pardon est nécessaire comme outil. Car, s'il y a culpabilité, il faut aussi le pardon comme rédemption. C'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente. Spinoza veut briser ce cycle. Il propose une vie où les affections ne sont plus des armes de contrôle social, mais des cartes internes pour nous guider vers la liberté. À ce stade, la question qui se pose est inévitable. Et si le pardon n'était qu'un autre moyen de prolonger le cycle de la culpabilité? Pensez-y. Lorsque nous pardonnons à quelqu'un, nous nous plaçons souvent dans une position de supériorité morale, comme pour dire « Tu as fait une erreur, mais je suis si bon que je vais te libérer de la culpabilité. » Ce geste peut paraître noble, mais il cache souvent une volonté de maintenir l'autre émotionnellement redevable, de garder le contrôle. Et Spinoza ne s'intéresse pas au contrôle, il s'intéresse à la libération. Et il n'y a de véritable libération que lorsqu'il y a compréhension des causes. En déconstruisant la morale traditionnelle, il nous libère de la prison du devoir moral. Et ce faisant, il nous libère également du besoin de pardonner, non pas parce que nous sommes indifférents, mais parce que, lorsque nous comprenons, il n'y a plus rien à pardonner, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de jugement, il n'y a que du mouvement, des affects, des pouvoirs, des conséquences. Est-ce difficile? Oui. Est-ce inconfortable? Absolument. Mais c'est profondément libérateur. Et c'est à partir de cette libération que nous pouvons enfin faire face à la question suivante. Lorsque nous pardonnons, acceptons-nous la réalité ou nions-nous ce que nous ressentons vraiment? Dans la section suivante, nous approfondirons ce sujet. Nous explorerons comment le pardon est souvent une forme sophistiquée d'évasion, une tentative de taire la douleur plutôt que de l'écouter. Il y a des moments où le pardon semble naturel, comme si un cycle s'était refermé, comme si la douleur s'était transformée en compréhension. Mais il y a d'autres moments, et peut-être la majorité, où le pardon nous est arraché comme une exigence morale, un geste forcé, fait davantage pour les autres que pour nous-mêmes. Et c'est précisément dans ces moments-là qu'il faut se poser une question avec plus d'honnêteté que de réconfort. Pardonnons-nous parce que nous acceptons la réalité ou parce que nous ne pouvons pas la supporter? Spinoza, avec sa philosophie centrée sur la compréhension des causes et le renforcement du pouvoir d'exister, offre une clé puissante à cette réflexion. Pour lui, tout ce que nous faisons, poussé par l'ignorance ou la tristesse,
est un signe d'impuissance, une réaction passive au monde. En revanche, ce qui naît de la clarté et de la compréhension nous rend actifs, nous fortifie et nous libère. Et le pardon, lorsqu'il naît de la peur de ressentir, d'une hâte à passer à autre chose ou d'un besoin de préserver une image, peut très bien être une forme sophistiquée de déni de la réalité. Une tentative déguisée de faire taire quelque chose qui palpite encore en nous. Regardons cela plus en profondeur. Imaginez une blessure émotionnelle qui n'est pas encore cicatrisée. Un abandon, une trahison, une profonde injustice. De l'extérieur, vous dites avoir pardonné. Vous souriez, agissez avec légèreté, essayez de montrer que vous avez tourné la page. Mais au fond de vous, quelque chose brûle encore. Une partie de vous aspire encore à la justice, à la reconnaissance, à la réparation. Il y a encore de la colère, de la tristesse, mais vous avez appris que ces émotions ne sont pas agréables, qu'elles ne conviennent pas à quelqu'un qui a évolué. Alors vous les enfouissez. C'est là que le pardon se transforme en évasion. Non pas parce que tu ne veux pas aller de l'avant, mais parce que le temps et le silence n'ont pas suffi à transformer la douleur en compréhension. Tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Tu as juste décidé que tu ne voulais plus rien ressentir. Mais décider de ne pas ressentir n'est pas la même chose qu'accepter. C'est le contraire. C'est nier la réalité au nom d'une paix artificielle. Et Spinoza est clair. Tout ce qui nous conduit à agir sous l'effet de l'affection passive, par la peur, par le conformisme, par la soumission émotionnelle, réduit notre pouvoir d'exister. Cela signifie que le pardon, pratiqué comme une échappatoire, ne nous libère pas. Il nous emprisonne dans une figure, celle de l'être humain, moralement supérieur, qui nie sa propre douleur pour paraître éclairé. Mais la réalité ne disparaît pas parce que nous l'ignorons. Elle s'accumule dans les couches les plus profondes de notre, façonnant les comportements, rendant le corps malade et minant silencieusement l'authenticité de nos relations. Accepter la réalité, au sens spinozien, c'est regarder les faits, internes et externes, avec la plus grande clarté possible. Il s'agit de comprendre ce qui a été fait, par qui, pourquoi. Il s'agit de reconnaître à quel point cela nous a affectés, sans le minimiser ni le romancer. Il s'agit de nommer ce qui s'est passé, même si cela fait mal. Et seulement alors, sur la base de cette lucidité, choisir comment nous voulons nous positionner. Mais ce que nous faisons souvent, c'est sauter des étapes. Nous échangeons la confrontation avec la réalité contre l'idéalisation d'une attitude élevée. Nous pardonnons avant de comprendre, avant de ressentir, avant l'intégration. Et cela génère un effet secondaire subtil mais dévastateur, la déconnexion de soi-même. Parce que lorsque nous pardonnons sans être prêts, quelque chose en nous se fracture. L'esprit dit « c'est fini », mais le corps continue de crier. Le cœur saigne encore. Et cette incohérence nous éloigne de plus en plus de notre propre vérité. Spinoza enseigne que chaque être cherche à persévérer dans sa propre existence, ce qu'il appelle le conatus. Cela signifie que tout en nous, pensée, émotion, action, tend à préserver notre intégrité, notre cohésion interne. Lorsque nous ignorons une émotion légitime, comme la colère ou la douleur, au nom d'une idée extérieure de vertu, nous perturbons ce mouvement naturel. Nous violons notre propre pouvoir. En ce sens, pardonner prématurément revient à tenter de refermer une plaie infectée. L'apparence extérieure est peut-être belle, mais à l'intérieur, le corps se corrode. Et pire encore, nous le faisons souvent pour faire plaisir aux autres, pour éviter d'être perçus comme malveillants, vindicatifs ou insignifiants. Nous voulons être acceptés, nous voulons être aimés, nous voulons être reconnus comme bons. Mais paradoxalement, cette recherche d'acceptation nous conduit à nous abandonner nous-mêmes. Spinoza propose une alternative, une compréhension radicale de la réalité. Regardez ce qui est, sans jugement moral, sans besoin de punition ou de rédemption. Juste voir, comprendre, intégrer. Et quand cela arrive, quelque chose change. Vous n'avez plus besoin de pardonner au sens traditionnel du terme, parce que vous n'êtes plus en guerre. La personne qui vous a blessé n'est plus une menace. L'émotion n'est plus un poison. La réalité, aussi dure soit-elle, ne vous hante plus. Cela fait partie de votre histoire, mais ce n'est plus votre fardeau. C'est ça la véritable acceptation. Pas celui qui dit
tout va bien, même quand ce n'est pas le cas. Mais celui qui dit « c'est arrivé, ça m'a profondément affecté, et maintenant, je choisis ce que j'en fais, en fonction de ma lucidité, et non de mon besoin. Ce chemin est plus long, plus ardu, plus solitaire parfois, mais c'est la seule qui mène à la véritable liberté. Parce que là-dedans, tu n'as rien à prouver à personne. Vous devez juste être honnête avec ce que vous ressentez. Et, à partir de là, agissez. C'est à ce moment-là que la philosophie de Spinoza devient une éthique de l'autonomisation intérieure. Il ne veut pas que vous soyez bon, il veut que vous soyez libre. Et la liberté, ici, signifie ne pas être esclave d'idéaux qui nient votre propre expérience. La dernière question dans ce passage n'est donc pas de savoir si vous devez pardonner ou non. Mais oui, acceptez-vous vraiment ce qui s'est passé? Ou essayez-vous simplement de paraître en paix? Car si la réponse est la deuxième, il reste peut-être encore du chemin à parcourir. Un chemin de reconnexion avec votre propre vérité. Et qui sait, peut-être de libération. Non pas par le pardon, mais par la compréhension. Et c'est cette compréhension qui nous conduit au point suivant. Qu'est-ce qui se cache derrière le pardon? Se pourrait-il que, derrière ce geste apparemment noble, se cache une forme subtile de pouvoir, de contrôle, de supériorité morale? Dans le prochain sujet, nous approfondirons cet aspect moins évoqué, mais profondément réel, du pardon comme instrument de domination émotionnelle. Quand on pense au pardon, l'image qui nous vient généralement à l'esprit est celle d'une personne bienveillante, spirituelle et légère. Celui qui pardonne est, dans le récit traditionnel, un héros silencieux, quelqu'un qui, même blessé, choisit la paix. Mais cette image, aussi belle soit-elle, cache un angle rarement exploré, le pardon comme exercice de pouvoir. Oui, le pouvoir, car chaque acte de pardon comporte, même subtilement, une hiérarchie implicite. En pardonnant, nous nous plaçons dans une position supérieure à l'autre, non seulement moralement, mais aussi émotionnellement. C'est nous qui décidons, qui choisissons, qui libérons. L'autre est celui qui a commis une erreur, qui a échoué, et qui dépend, d'une certaine manière, de notre reconnaissance pour se racheter. Et ici, ce qui semblait être un geste d'humilité révèle son ombre. Le pardon peut aussi être une forme de contrôle. Spinoza, qui démantèle toute morale fondée sur la culpabilité et la récompense, nous aide à comprendre que nombre des gestes que nous considérons comme vertueux sont en réalité des réactions émotionnelles déguisées. Parmi eux figure le pardon, pratiqué comme un outil de pouvoir symbolique, une forme de domination émotionnelle qui, parce qu'elle se pare de bonté, est rarement remise en question. Prenons un exemple pratique. Imaginez quelqu'un qui, après avoir été trahi, décide de pardonner à l'autre, publiquement, avec grandeur, avec de beaux discours. Mais au fond, cette personne porte encore la blessure. Elle ressent encore la douleur. Et qui plus est, elle maintient l'autre sous le poids d'une dette morale. Chaque désaccord ravive le passé. La phrase « Tu te souviens de ce que tu m'as fait » apparaît comme un rappel subtil de celui qui, là, détient la supériorité morale. Ce n'est pas un pardon libérateur. C'est un pardon conditionnel, un pardon qui emprisonne, un type de manipulation sophistiquée. Et le plus curieux, c'est que, socialement, ce comportement est encouragé. Car nous vivons dans une culture qui valorise l'apparence de vertu plus que l'intégrité émotionnelle réelle. Nous préférons faire preuve de bonté à affronter nos ombres. Et ainsi, nous favorisons des relations où le pardon devient un argument de négociation. Spinoza prévenait, là où il y a une réaction émotionnelle qui n'est pas comprise, il y a passivité. Et là où il y a passivité déguisée en vertu, il y a illusion, une illusion qui s'affaiblit. Car en enfermant l'autre dans l'idée que nous avons été blessés et avons décidé de pardonner, nous créons une identité fondée sur la douleur, une position de pouvoir fragile, dépendante du rappel constant du passé pour se maintenir. Nous sommes bons, mais seulement parce que quelqu'un d'autre a été mauvais. Nous sommes supérieurs, mais seulement parce que l'autre a échoué. Et cela, au fond, nous emprisonne autant que les autres. La véritable liberté, celle que prône Spinoza, consiste à rompre avec ces récits, à cesser de juger, à ne plus avoir besoin du pardon, précisément parce que nous n'occupons plus la position de juge. Mais cela demande du courage. Car sans le rôle de noble victime, sans l'étiquette de pardonneur,
Nous perdons aussi l'aura de vertu que nous utilisons si souvent comme bouclier. Nous sommes laissés nus face à la réalité. Nous sommes juste des personnes touchées et qui, après avoir compris, ont choisi d'avancer. Sans étiquette, sans dette, sans trophée moral. Cela ne signifie pas que le pardon ne peut pas se produire. Mais cela signifie que lorsque cela se produit, cela n'est pas annoncé, célébré ou utilisé comme un atout. Il l'est, tout simplement. Un état de neutralité émotionnelle. Un point d'arrivée, pas un drapeau hissé. Spinoza nous rappelle que la véritable compréhension dissout le jugement. Et avec cela, le besoin de pardonner. Car en comprenant la cause des actions humaines, nous comprenons que personne n'est foncièrement mauvais. Chacun agit selon sa structure émotionnelle, son histoire, son niveau de compréhension. Et alors, ce qui semblait impardonnable devient compréhensible, pas acceptable. Ce n'est pas justifiable, mais c'est compréhensible. Et la compréhension n'a pas besoin de scène. Elle a juste besoin de lucidité. C'est à ce moment-là que le pardon, en tant qu'exercice de pouvoir, perd sa fonction. Il n'y a plus de supérieur et d'inférieur. Il n'y a plus de dette. Il n'y a que la présence. Il n'y a que la conscience. Mais cela nécessite un vidage de l'ego. Parce que l'ego veut être reconnu. Il veut être l'homme blessé magnanime. Vous voulez que l'autre personne sache qu'elle a été sauvée par votre miséricorde. Et c'est précisément là que réside le danger. Tant que le pardon sert l'ego, il ne sera pas libérateur. Ce ne sera qu'un autre maillon dans la chaîne de l'illusion. Un renforcement de la séparation entre ceux qui ont commis l'erreur et ceux qui ont pardonné. Spinoza dirait que ce genre de pardon nous éloigne de la liberté, parce que cela nous maintient prisonniers du besoin de contrôler, même émotionnellement, ceux qui nous ont blessés. Le pardon n'est réel que lorsque l'ego n'en a plus besoin, quand il n'y a plus de ressentiment, mais il n'y a plus de fierté non plus. La question devient alors, avez-vous pardonné ? Ou avez-vous simplement gardé l'autre personne sous contrôle, avec un sourire sur votre visage et un poids invisible dans vos mains ? Car si le pardon est encore utilisé comme monnaie d'échange, même s'il est émotionnel, il n'est pas encore une libération. Et cette réflexion nous amène au prochain point essentiel. Se pourrait-il que ce qui est réellement en jeu ne soit pas le pardon lui-même, mais notre propre rapport au ressentiment, à la colère, au désir d'être libre? Passons à l'étape suivante du script et approfondissons un sujet encore plus intime. Ce qui apparaît n'est pas toujours ce qui est réellement. Parfois, nous disons que nous pardonnons, mais nous continuons à ruminer en silence ce qui nous a été fait. D'autres fois, nous disons que nous ne pardonnons pas, mais nous ne ressentons même plus de colère. Nous ne voyons tout simplement pas l'intérêt de revenir en arrière. Et il y a des moments où nous nous persuadons que le pardon est ce qui nous libère, alors qu'en fait, c'est le ressentiment qui nous définit encore. La frontière entre le ressentiment et la liberté, entre la mémoire et l'emprisonnement, est mince. Et c'est pourquoi il faut l'explorer avec courage, sans précipitation et sans masque. Spinoza nous offre une boussole puissante. Il dit que toute émotion qui nous rend passifs, c'est-à-dire qui nous domine, qui se répète sans que nous le choisissions consciemment, nous rend moins libres. Et le ressentiment, lorsqu'il n'est pas compris, devient exactement cela. Une prison émotionnelle silencieuse. Une répétition de vieux sentiments qui reviennent, même sans invitation, dès que la blessure est touchée, même légèrement. Mais voici le point essentiel. Se sentir en colère n'est pas une prison. Se sentir triste ne l'est pas non plus. Ces émotions sont naturelles. Elles naissent en réaction à ce qui nous blesse, nous diminue, perturbe notre pouvoir. Le problème commence lorsque ces émotions cessent d'être ressenties et deviennent une identité. Lorsque non seulement nous sentons que nous avons été blessés, mais que nous commençons à nous définir comme la personne qui a été blessée. Quand la douleur cesse d'être un événement et devient un lieu où nous vivons. Le ressentiment est exactement cela. Un attachement inconscient à la blessure. Un endroit où il n'y a plus de sang, mais où il y a toujours de l'attachement. Non pas parce que nous aimons la douleur, mais parce qu'elle nous donne un rôle. Cela nous donne le sentiment d'avoir raison. Cela nous donne le sentiment d'être justifié. Cela nous donne une sorte de force, même si elle est sombre. Spinoza, en parlant des affects, nous montre que tout ce que nous faisons pousser par des affects tristes nous affaiblit. Non pas parce que la tristesse est mauvaise, mais parce qu'elle nous met dans une position d'impuissance. Nous réagissons au monde, au lieu d'agir avec lucidité.
Et le ressentiment est une tristesse qui s'est cristallisée. Il ne s'agit pas seulement de douleur, mais de raideur. C'est le refus de permettre à la douleur de se transformer en compréhension. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce qu'il y a un gain caché à entretenir le ressentiment. Il justifie notre froideur, justifie la distanciation, justifie le contrôle. Cela nous protège, ou du moins semble nous protéger, d'être à nouveau blessés. Mais le prix à payer est élevé. Chaque fois que nous gardons vivant le souvenir émotionnel de quelque chose qui s'est déjà produit, nous réactualisons la douleur. Nous disons à notre corps, à notre esprit et à notre champ affectif, « Ceci me contrôle encore ». Et c'est le contraire de la liberté. La liberté, chez Spinoza, ce n'est pas faire ce que l'on veut. Il s'agit d'agir en fonction de la compréhension des causes. C'est être lucide devant soi-même. Il s'agit d'avoir le contrôle de ses émotions et de ne pas se laisser emporter par elles. Il ne s'agit donc pas de choisir entre le ressentiment ou le pardon. Le véritable choix est entre l'emprisonnement émotionnel et la lucidité intérieure. Le ressentiment peut être déguisé en force, mais au fond, c'est la peur. Peur de tout ressentir à nouveau, peur de perdre le contrôle, la peur d'accepter que ce qui nous a blessés n'a plus de pouvoir, et par conséquent, ne sert plus d'armure. Le grand risque de laisser tomber le ressentiment est que, du même coup, nous perdons aussi une partie de notre récit. Nous ne sommes plus les lésés, les trahis, les méconnus. Et cette perte est dure, parce que la douleur construit aussi l'identité. Mais la liberté, ici, exige le détachement. Détachement de la douleur, détachement du papier, détachement du besoin d'avoir raison. Il ne s'agit pas d'oublier, mais ne restez pas coincés. De ne pas laisser la mémoire devenir actuelle. Spinoza dirait « L'affection se libère quand elle est comprise. Lorsque vous regardez ce que vous avez ressenti, colère, haine, frustration, et que vous comprenez d'où cela vient, pourquoi c'est arrivé, ce qui était en jeu, quelque chose se dissout. L'émotion cesse d'être un monstre caché et devient une information. Et l'information nous renforce, parce qu'avec elle, nous pouvons agir, nous pouvons choisir. C'est là que naît la liberté. Et peut-être, à ce stade, pouvons-nous réaliser une vérité inconfortable. Souvent, le pardon n'apparaît que comme une nécessité, parce que le ressentiment persiste. Mais lorsque le ressentiment se dissout vraiment, le pardon n'a plus besoin d'être nommé, parce que l'autre n'a plus de pouvoir, parce que la situation ne définit plus qui vous êtes, parce que votre énergie n'est plus bloquée dans le passé. Tu ne pardonnes pas, tu lâches juste prise, et cette sortie n'a pas besoin de mots. Elle n'exige pas d'excuses. Cela n'exige pas de repentir de la part de l'autre. Elle est à toi. Le tien est celui de personne d'autre. C'est le point que Spinoza nous livre avec tant de précision. La vraie liberté est intérieure. Cela se produit lorsque vous cessez d'être l'otage de vos sentiments et commencez à les comprendre comme des expressions de votre propre pouvoir. Alors, qu'est-ce qui est réellement en jeu? La question n'est pas de savoir si vous allez pardonner ou non. Il s'agit de savoir si vous êtes prêt à cesser d'être défini par la douleur. Il s'agit de savoir si vous êtes prêt à cesser d'être la personne qui porte cette blessure, pour enfin être quelqu'un qui a traversé tout cela et qui est reparti en se sentant léger. Et cela, pour Spinoza, n'est pas la bonté, c'est de la clarté, c'est la force, c'est la liberté. Mais pour en arriver là, nous devons rompre avec la logique de la culpabilité, de la dette et de la justice morale. Il faut aller au-delà du pardon. Et c'est précisément le sujet du sujet suivant, un tournant puissant dans le scénario. Avez-vous déjà pensé que le plus grand acte de libération émotionnelle n'est peut-être pas le pardon, mais la compréhension? C'est le grand tournant proposé par Spinoza, un retournement silencieux, sans spectacle, sans dramatisation, mais profondément transformateur. Alors que le monde exige de nous le pardon comme symbole de grandeur, Spinoza nous conduit à quelque chose de plus essentiel, de plus radical, de plus vrai, la lucidité. Le pardon véhicule toujours l'idée qu'il y a eu une erreur et que quelqu'un devrait être absous. C'est une sorte de jugement inversé, où au lieu de condamner, nous optons pour la miséricorde. Mais la compréhension dissout le jugement lui-même. Parce qu'en comprenant les causes d'une action, ses racines affectives, sociales, historiques et émotionnelles, nous lui ôtons l'étiquette de mal. Cela devient un phénomène, un effet de causes antérieures. Et tout comme nous ne blâmons pas la tempête pour les dégâts causés,
Nous cessons également de condamner aveuglément ceux qui nous font du mal. La douleur peut continuer à exister, mais elle cesse d'être une prison, car ce qui est compris ne nous contrôle plus. Spinoza dirait « Rien n'arrive par hasard, tout a une cause, et ce qui est compris cesse d'être craint ». Cela s'applique au monde extérieur, mais cela s'applique surtout à nous-mêmes. Lorsque nous comprenons pourquoi quelqu'un nous a blessés, non pas de manière idéalisée, mais profondément, quelque chose en nous se réorganise. Nous comprenons que cette personne a peut-être agi par peur, par ignorance ou par impuissance émotionnelle. Nous ne justifions pas. Nous n'acceptons pas aveuglément. Nous comprenons tout simplement. Et dans cette compréhension, le besoin de pardonner s'évapore, parce que ce que nous demandions avec le pardon était, au fond, un soulagement. Et la véritable compréhension apaise plus profondément que n'importe quel geste symbolique. Mais cette compréhension doit être authentique. Il ne peut pas s'agir d'une entente avec colère, pas même une prétention à comprendre la supériorité. C'est un processus qui vous oblige à supprimer vos filtres moraux, vos désirs de contrôle, vos fantasmes de justice divine, et voir les gens tels qu'ils sont, l'expression des causes qui les animent. Spinoza ne voit pas l'être humain comme un être libre au sens romantique du terme. Pour lui, nous sommes tous affectés par les forces du monde, par notre histoire, par nos passions, par les rencontres que nous avons faites, par les idées que nous recevons. Nous agissons presque toujours non pas de notre plein gré, mais parce que nous sommes poussés par des forces que nous ne comprenons pas. Et si cela est vrai, alors quiconque nous a fait du mal parce qu'il était sous le contrôle de ses forces. Non pas parce qu'il a choisi d'être mauvais, mais parce qu'il a agi en fonction de ses propres limites. Ce regard n'est pas indulgent, ce n'est pas passif, c'est tout simplement lucide. C'est la reconnaissance que le monde n'est pas une bataille entre le bien et le mal, mais un champ complexe d'affects, de réactions et d'ignorance. Et dans ce domaine, ce qui libère vraiment, c'est la compréhension. Parce que la compréhension nous redonne le contrôle. Cela nous fait sortir de la position de victime. Cela nous sort de la passivité émotionnelle. Elle nous repositionne face à la vie. Spinoza croyait que plus nous comprenons ce qui nous affecte, plus nous devenons libres. Parce que nous commençons à agir avec conscience, et non pas seulement à réagir avec émotion. C'est là que sa proposition devient profondément concrète. Vous n'êtes pas obligé de pardonner ce que vous ne comprenez pas encore, et vous n'avez pas besoin de le comprendre pour l'autre personne non plus. Vous le comprenez pour vous-même, pour récupérer votre propre pouvoir, votre propre paix, votre propre mouvement. Pardonner peut garder l'autre personne au centre de l'histoire. La compréhension, au contraire, ramène au centre. Et c'est pourquoi la compréhension est supérieure au pardon. Car si le pardon peut être un geste extérieur, souvent théâtral, la compréhension est silencieuse mais transformatrice. Ne nécessite pas de reconnaissance, pas besoin d'excuses. Cela ne nécessite même pas de contact avec ceux qui nous font du mal. Vous pouvez le comprendre vous-même, dans votre intimité, et, à partir de là, rompre le lien avec le passé. Mais attention, comprendre n'est pas rationaliser. Il ne s'agit pas de trouver des excuses à l'autre personne. C'est ressentir et voir en même temps. Il s'agit d'accéder à la racine de l'émotion et de l'enquêter honnêtement. Il s'agit d'écouter la douleur sans jugement et de la laisser parler, jusqu'à ce qu'elle se vide complètement, car elle a été entendue et non ignorée. Comprendre, c'est entrer dans la tempête, mais avec une bougie allumée. C'est traverser la colère les yeux ouverts. Il s'agit de reconnaître que l'autre personne a agi à partir de son inconscience et que vous avez réagi à partir de la vôtre. Dans cette rencontre des ombres, ce qui émerge, c'est la lumière. Mais pas la lumière spiritualisée des phrases d'auto-assistance. C'est une lumière dense, pleine de chair, avec des racines profondes. C'est la lumière de la maturité émotionnelle. Et cette maturité apporte une prise de conscience simple mais puissante. Il n'y a rien à pardonner, quand il y a tout à comprendre. Car ce que nous appelons erreur, mal, trahison, se révèle comme un effet, le déploiement inévitable de forces plus grandes que la volonté individuelle. Et quand vous voyez cela clairement, le geste de pardon devient sans importance. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de dette, il n'y a que la réalité, et toi, libre en elle. C'est pourquoi Spinoza rompt avec toute idée de morale fondée sur le jugement. Il propose une éthique de la compréhension, une éthique qui n'exige pas de saints mais des êtres conscients, une éthique qui n'exige pas le pardon mais la lucidité.
Et c'est peut-être l'étape finale vers la liberté émotionnelle. Surpassez le pardon. Ne le rejetez pas, mais rendez-le inutile. Car quand il n'y a plus de jugement, il n'y a plus rien à absoudre. Dans le prochain et dernier sujet, nous clôturerons cette ligne de pensée de manière cohérente, profonde et provocatrice. Le pardon, avec toute son histoire symbolique, n'est-il qu'une illusion nécessaire que nous pouvons enfin surmonter? Pendant des siècles, le pardon a occupé la place du salut émotionnel. Il a été célébré, canonisé, idéalisé. Si quelqu'un nous blesse, nous nous attendons à ce qu'il s'excuse. Si nous sommes blessés, on nous dit que nous ne serons libres qu'en pardonnant. Le pardon est devenu un symbole de noblesse, de spiritualité et de force intérieure. Mais, et si ce n'était qu'une illusion nécessaire, une étape provisoire, un pont instable construit entre deux abîmes, la douleur d'un côté, la lucidité de l'autre? Spinoza, en déconstruisant la morale fondée sur la culpabilité et la vertu, nous aide à envisager le pardon sous un angle différent, non pas comme une destination finale, mais comme le symptôme d'un stade de conscience. Un stade où nous devons encore absoudre l'autre pour nous sentir en paix. Mais cette paix, au fond, reste encore enchaînée à la logique de la dette. Si quelqu'un a besoin d'être pardonné, c'est parce que quelqu'un le doit. Si quelqu'un doit quelque chose, il y a un jugement. S'il y a jugement, il y a hiérarchie. Et là où il y a une hiérarchie morale, la liberté n'est pas encore conquise. Cela ne veut pas dire que le pardon est inutile. C'était, et c'est peut-être encore le cas, nécessaire pour des millions de personnes à différents moments de leur vie. C'est une langue de transition, un outil émotionnel qui permet d'atténuer la douleur alors que la compréhension n'est pas encore arrivée. Mais comme toute béquille, il faut l'abandonner quand on peut marcher seul. Et voici le point le plus provocateur. Continuer à pardonner quand on peut déjà comprendre, c'est rester prisonnier d'un monde d'ombre. Le pardon était utile lorsque les êtres humains ne comprenaient pas encore les mécanismes profonds de la souffrance. Quand on croyait encore que l'autre pouvait librement choisir de vous faire du mal. Quand le mal était encore considéré comme une essence et non comme de l'ignorance. Mais maintenant, après Spinoza, après la philosophie qui révèle les causes, les affects, les puissances, pardonner semble être un geste inutile, parce qu'il n'y a plus de coupables, mais seulement des personnes concernées. Il n'y a plus d'erreur morale, il y a des effets, des conséquences, des mouvements. Surmonter le pardon n'est pas de la froideur, c'est la maturité émotionnelle. C'est à ce moment-là que vous réalisez que la véritable libération ne consiste pas à dire « je te pardonne », mais je n'ai plus besoin de rien dire, parce que l'autre ne prend plus de place en vous, parce que l'événement ne détermine plus votre identité, parce que la douleur est devenue apprentissage, et l'apprentissage est devenu force. Mais cela demande un courage rare, le courage de vivre sans le confort de la supériorité, parce que le pardon, comme nous l'avons vu précédemment, nous donne un rôle confortable, celui de l'élevé, du bon, de celui qui a souffert mais a choisi d'agir avec amour. En renonçant à cela, nous perdons l'applaudissement intérieur de la moralité. Nous sommes laissés seuls, face à la réalité. Nous ne sommes que des êtres humains aux prises avec des sentiments, des limites, des impulsions. Ni mieux, ni pire, juste conscient. C'est dans ce lieu que l'éthique de Spinoza prend vie. Une éthique qui ne juge pas, mais qui comprend. Cela ne moralise pas, mais enquête. Cela ne prêche pas le pardon, mais invite à la lucidité. Une éthique de liberté intérieure, et non de soumission émotionnelle. Et puis, une nouvelle possibilité s'ouvre. Ne plus pardonner, mais intégrer. Ne plus oublier ni effacer ce qui a été fait, mais réorganiser intérieurement ce que cela a signifié. Tu n'as pas besoin de pardonner au père absent, à l'ami traître, à l'amour qui t'a blessé. Vous devez simplement comprendre ce que cela vous a fait et en faire quelque chose qui vous rende votre pouvoir. Puisse-t-il vous redonner la souveraineté sur votre propre récit? Et ce faisant, la question « ai-je pardonné ou non ?» perd son sens. Il n'y a plus de dette, il n'y a plus de tribunal, il n'y a que du mouvement, il n'y a que de la clarté. Surmonter le pardon, c'est comme se réveiller d'un rêve collectif. Vous voyez, tout le monde est coincé avec une idée belle, mais limitée. Et quand vous le quittez, vous ne devenez pas moins humain, vous devenez plus entier. Et que faire alors? Vivez avec plus de conscience. Ressentez ce qui doit être ressenti.
Accepter la colère quand elle survient, sans culpabilité. Embrasser la tristesse sans vouloir la transformer en beauté forcée. Enquêter sur les causes. Comprendre les affections. Agissez avec clarté, pas avec impulsion. Et puis, quand vous vous y attendrez le moins, vous réaliserez que la vieille douleur ne fait plus mal. Ce n'est pas parce que tu lui as pardonné, mais parce que tu l'as compris profondément. Et quand quelque chose est vraiment compris, cela se dissout dans la conscience, comme une traînée de fumée dans une pièce éclairée. Clôturer ce scénario ne signifie pas le conclure, car ce processus, comme dirait Spinoza, est continu. La liberté n'est jamais définitive. C'est une construction constante, faite de lucidité, de choix conscients et de confrontations silencieuses. Le pardon était peut-être nécessaire, mais maintenant, vous savez qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond, plus libre, plus vrai. Désormais, la question n'est plus « Comment puis-je pardonner ?» Mais oui, qu'est-ce que je n'ai pas encore compris de moi-même pour que cela m'affecte encore autant? Et cette question vous met enfin sur le chemin de la liberté. Si ce contenu vous a fait réfléchir et, d'une certaine manière, a touché quelque chose dont vous ne saviez même pas qu'il fallait le toucher, laissez un j'aime. Cela montre qu'il est logique de continuer à apporter ce type de réflexion ici. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous maintenant. Ici, nous ne proposons pas de réponses toutes faites. Nous suscitons des questions libératrices.